Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le Château de Hurle de Diana Wynne-Jones, publié aux éditions Innis. Dans ce roman, nous allons partir pour la charmante petite ville de Marché-aux-Copeaux, dans le pays d'Ingari. C'est là que sont nées Sophie et sa sœur Letty, ainsi que leur demi-sœur Martha. Sophie n'avait que 2 ans et Letty 1 quand leur mère est morte, et à peine plus quand Fanny, une employée de la boutique de leur père, est devenue leur belle-mère. Peu de temps après, la cadette montrait le bout de son nez chez les Chapeliers. Fanny a toujours été impartiale avec ses filles et les a guidées sur le chemin de la vie sans faire de préférence. Quand leur père est mort, Fanny s'est retrouvée à la tête de la petite boutique de quartier des Chapeliers, en plus de ses 3 filles. L'argent est une denrée rare et Fanny doute de pouvoir les entretenir toutes en plus de la boutique. Elle choisit donc de les envoyer en apprentissage. Martha, la Benjamine, ira apprendre la magie auprès d'une amie, Madame Blondin. Cette sorcière volubile a une jolie maison et des clients dans toute la vallée des Méandres. C'est une femme bonne qui présentera la jeune fille de 14 ans à toutes ses connaissances et surtout aux personnes importantes de Fort-Royal, lui offrant un bon départ dans la vie. Letty, elle, ira faire son apprentissage chez Madame Césari, la pâtisserie de la place du marché de la ville. Réputés pour leur gourmandise et pour la qualité de leur apprentissage, les Césaris seront de bons maîtres apprentis pour la tempétueuse Letty de 16 ans. Et Sophie, quant à elle, est condamnée à rester à la boutique de chapeaux auprès de sa belle-mère, car en tant qu'aînée, elle est censée hériter de la boutique. Les 3 sœurs sont résignées à leur sort respectif et se préparent à se quitter. Martha est la première à partir, car c'est elle qui a le plus de chemin à parcourir pour rejoindre son nouveau foyer. Elle est suivie par Letty, qui bien que proche de Sophie, ne pourra pas revenir comme elle le veut. Sophie prend son poste et embellit les chapeaux. Son talent naturel fait son œuvre et très vite les clientes sont de plus en plus nombreuses et les affaires fleurissent. Tous les signaux sont tellement ouverts que Fanny regrette d'avoir envoyé ses filles ailleurs. Si les affaires sont bonnes, c'est aussi et surtout parce que Sophie ne compte pas ses heures et ne se les fait pas payer. La seule fois où elle en a touché un mot à Fanny, celle-ci lui a promis de regarder les comptes avant d'éviter soigneusement le sujet par la suite. À Marché-aux-Copeaux, le 1er mai est une grande fête. Et comme la boutique doit être fermée, Sophie, qui s'ennuie dans sa vie solitaire, s'est promis de rendre visite à sa sœur Letty à la pâtisserie. Sa belle-mère passe toutes ses journées dehors à faire du shopping ou des prospections et laisse toute la charge de la boutique reposer sur les jeunes épaules de Sophie. Alors quand elle put enfin passer un terne châle gris sur sa robe tout aussi grise, Sophie ne ressentait pas l'excitation des festivités, mais plutôt un malaise. Elle, qui avait par la force des choses pris l'habitude d'être seule, se retrouvait bien trop entourée. Elle longea donc les murs comme une petite souris et essaya de se faire la plus petite et la plus discrète possible sur le court chemin qui sépare la boutique de chapeaux de la pâtisserie. En chemin, des détonations lui font relever les yeux sur le château du mage Hurle qui se dresse sur la colline surplombant la ville. L'horrible bâtisse crache des flammes bleues par ses 4 tourelles. Sophie était tout bonnement effrayée, surtout quand on sait la vilaine réputation que traîne le mage Hurle derrière lui. Sophie aurait rebroussé chemin si elle n'avait pas déjà parcouru plus de la moitié. Arrivée sur la place du marché, la foule est encore plus dense. Les jeunes hommes bien habillés accostent les filles et ces dernières se tiennent prêtes comme la tradition des festivités du 1er mai le veut. Quand un homme portant un très beau costume bleu et argent tente une approche avec Sophie, elle se recroqueville dans l'entrée d'une boutique dans le but de se cacher. L'inconnu lui sourit avec pitié, ce qui fait rougir la pauvre Sophie de honte. Quand elle lève les yeux vers lui, elle constate qu'il est assorti à son costume, ce qui la fait se sentir encore plus honteuse de son comportement de petite souris effrayée. Pour parachever le moment de gêne, le jeune homme blond à la coiffure élaborée lui propose son aide pour rejoindre la pâtisserie, ce qu'elle s'empresse de refuser. Une fois partie, l'odeur agréable de jacinthe qui entourait le charmant inconnu l'accompagne encore. Letty prend une pause au grand désespoir de ses très nombreux admirateurs et clients pour parler au calme avec Sophie. Letty avoue tout de suite à son aînée être Martha. Les 2 cadettes se sont concertées en secret de leur mère et ont échangé leur place grâce à un sort qu'elle a trouvé chez la sorcière Blondin. La vraie Letty voulait apprendre la magie et se faire des relations, alors qu'elle se cherche juste un gentil garçon avec qui avoir 10 enfants. Et en vérité, Sophie n'est pas si surprise que ça quand elle repart. 3 jours se sont écoulés depuis sa discussion avec Martha quand une cliente majestueuse entre. Une vraie beauté aux cheveux châtains accompagnée d'un jeune homme roux à l'air paniqué.
Après lui avoir proposé des chapeaux, tous bien moins beaux que le sien, Sophie se permet de lui demander les raisons de sa présence dans sa boutique. La femme lui explique qu'elle ne tolère pas que l'on se mette en travers du chemin de la sorcière des steppes, et c'est pourquoi elle s'est donné la peine de venir personnellement lui jeter un sort. Une fois sortie, Sophie ne peut que constater qu'elle est une vieille femme ridée, perclue de douleur à la voix chevrotante. Ni une ni deux, elle empaquete ses affaires et quelques vivres, puis prend la route sans destination prévue. Le choc de cette rencontre et le résultat qui en découle l'ont mis dans un état second. Sa seule consolation, c'est que sa santé a l'air encore bonne. Sur son chemin, elle a remis sur pied un pauvre épouvantail, abandonné la tête en bas. Un chien empêtré dans une barrière, avant de se trouver une canne de marche parfaitement adaptée à sa nouvelle condition, tout ça avant de tomber sur le château du mage Hurle. À l'intérieur, elle est accueillie par Michel Matelot, l'apprenti du maître des lieux, et Calcifer, le démon du feu du château. Si elle veut retrouver son apparence, elle va devoir se faire accepter du terrible Hurle. Mais est-il aussi effrayant que les rumeurs le disent ? Ou bien a-t-il une réputation usurpée ? À vous de le découvrir auprès de Sophie. Une lecture agréable et dynamique. Quand on a découvert l'adaptation du maître de l'animation japonaise Hayao Miyazaki, avant le roman, il est facile de voir toutes les différences et d'apprécier encore plus les nouveautés qu'apporte l'œuvre originale à cette histoire que l'on connaît déjà si bien. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 5 juillet prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, salut les amis, et à la prochaine.